Moi je suis vigneron depuis que je suis tout petit. Je suis la 4e génération du domaine Muller-Keberlé. Donc je vinifie, je m'occupe des vignes depuis 2014 complètement. Je suis sur le domaine depuis 2004. Du coup j'ai tout reconduit en bio et en biodynamie. Donc on exploite une surface de 27 hectares et on est essentiellement sur des sols granitiques. On a environ 70% de coteaux et le reste en plaine. On fait de tous les cépages alsaciens. On est surtout spécialisé en rouge de Saint-Hippolyte depuis mon grand-père qui a réintroduit le pinot noir à Saint-Hippolyte. Là on est en plein centre-ville, on ne connaît pas Saint-Hippolyte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le rouge de Saint-Hippolyte? Le rouge de Saint-Hippolyte c'est du pinot noir qu'on a donc réintroduit dans les années 60. En fait à l'époque sur les sols granitiques le pinot noir était beaucoup plus gouléant comme disaient les anciens, donc beaucoup plus facile à boire sur le fruit. En fait le cépage s'exprimait vraiment différemment qu'ailleurs et donc c'est devenu un peu une spécialité et donc aujourd'hui c'est devenu communal, donc on doit travailler sur des plus petits rendements, travailler le pinot noir un peu différemment pour continuer à faire notre appellation, mettre ça en avant. En 2012 on a dû en fait recentrer la communale et du coup on a beaucoup moins à mettre en valeur aujourd'hui parce qu'on n'a pas encépagé le tour du village en pinot noir. Donc c'est un peu le souci. Écoute, t'as des gens qui viennent par hasard? C'est un village touristique Saint-Hippolyte? Alors ouais c'est touristique, hein. Ouais. Grâce au château de Königsbourg, c'est vrai que ça attire vraiment du monde. C'est un peu la chance qu'on a. Donc t'as des gens qui passent devant et qui viennent quand même? Ouais, au caveau c'est simple, facile 60% des gens qui rentrent dans le caveau ils connaissent même pas Et après c'est une clientèle qui revient, voilà, mais il y a beaucoup plus de gens qui rentrent dans le caveau, ils viennent une fois, ils reviendront peut-être jamais 2 fois, mais en tout cas c'est quand même ça qui nous aide à vendre au caveau C'est le château de Königsbourg, voilà, c'est la route des vins, c'est touristique. Et le vin méthode nature par rapport à des gens qui viennent par hasard comme ça, touristiques, qui s'attendent à du Geber sucré peut-être? Alors ouais, c'est vrai que la plupart des gens là quand ils rentrent, déjà les étiquettes ça les interpelle, donc ils dégustent. Alors c'est assez rigolo parce qu'au début non c'est pas possible, on va pas déguster ça. Ils le mettent en bouche, c'est pas leur cam, mais ils prennent quand même une bouteille en sortant. Et en général ils viennent souvent, genre 6 mois ou 1 an après, ils ont dit ouais mais j'avais pris un vin nature, c'était quand même rigolo, je vais prendre un carton. Et ils commencent comme ça et après petit à petit en fait ils prennent que de ça Donc c'est ça qui est cool En fait à l'époque on s'appelait le vieux pressoir avant Muller-Keberlé et c'était en fait tiré, c'était mon grand-père en fait qui était ami avec le Bollenberg à Rouffach, qui s'appelle le vieux pressoir. Et puis l'idée était un peu tirée de lui, puis ils ont un peu travaillé ensemble. Le pressoir il l'a eu de lui aussi Et puis 738 ou non, c'est 1738 700 ouais. 700 ouais. Cette chaîne YouTube qui s'appelle donc Jus de la Vigne. Tous les mois, je pars à la rencontre de 2 vignerons un petit peu dans toute la France. Je propose à ceux qui sont abonnés de recevoir les bouteilles de ces vignerons directement chez eux dans les box mensuelles. Tu reçois 2 bouteilles chaque mois chez toi. Je ne vais voir que des vignerons qui sont certifiés en bio ou en biodynamie et qui font des vins naturels. À la rencontre des femmes et des hommes qui fabriquent le bon glouglou que tu vas recevoir par la poste. J'adore le dispositif. Un plan d'illustration. Donc vous mettez du reggae toute l'année dans la cave pour... Un peu de tout, ouais. C'est ça. Merci. Merci. Donc là c'est une parcelle qui est juste derrière le domaine, Schlossreben. On a beaucoup de Gewürz là-bas, donc on a fait 90% de Gewürz macéré avec 10% de Riesling. On a environ une vingtaine d'arts de Riesling sur 2 hectares de Gewürz. On est sur les sables et c'est sur la finesse Et donc les macérations on les fait maximum 4-5 jours, vraiment pour éviter d'avoir une dureté en fait dans les vins, avoir de la facilité de la légèreté. S'il n'y a pas de couleur, c'est pas rigolo Fermentation cette année, ça se passe bien? Très bien, ouais. Ça va tout seul. Ça bulle de partout? Ouais, les jus ils rentraient, 2 jours après ça fermentait Puis ça va très vite je trouve cette année. Un peu comme l'année dernière je trouve, l'année dernière j'avais un peu les mêmes fermentations j'avais vraiment pas de soucis Du coup tu fais énormément de macération sur tes... Alors l'année dernière j'ai fait 90% de macération sur tout le domaine. Cette année un petit peu moins parce qu'en fait on a fait pas mal de pétnat. Vu qu'on a beaucoup moins de rendement que l'année dernière, j'avais encore du stock de l'année dernière et donc on a fait refermenter des jus de l'année dernière pour faire du pétnat Des jus de presse direct. Et après ce que j'avais en macération, j'ai juste envoyé tout le jus dessus pour être sûr que ça fermente bien en bouteille. Voilà donc.
un peu bricole, mais ça fait des super jus quand même, quoi. C'est bon, ça, il y a beaucoup de vignerons qui me disent qu'il y a une demande énorme sur le Pelnat, et moi, dans ma petite cave, j'en vois pas du tout. Mais c'est vrai qu'en France, on n'en vend pas. Hein. Ouais, c'est l'export, quoi. Du coup, 20 méthodes nature. Ouais. Pourquoi? 20 méthodes nature, en fait, on était quand même un domaine conventionnel intensif, quoi, pour dire les choses, quoi. Une clientèle très conventionnelle, on travaillait le cépage, on parlait pas vraiment de terroir, enfin voilà, très très conventionnel. Et là en fait le choc est pour certains clients un peu compliqué, et pour les clients qui ne nous connaissent pas, ils comprennent pas trop ce que je fais, quoi. Et donc c'était plutôt pour me justifier un peu de tout le travail qu'il y a derrière, le labelliser en gros. C'est plus simple pour le client de comprendre quand il y a un label que s'il n'y avait rien, que s'il prend la bouteille et que je ne lui explique pas, c'est compliqué. Là avec le label, 20 méthodes nature, voilà, c'est clair. Et s'il est intéressé, il va sur internet, il y a une charte, tout est expliqué, quoi. Et pour garantir un peu mon produit aussi, quoi. Parce que bon, des nature moins le quart, il y en a beaucoup aussi, quoi. Donc c'est bien d'être labellisé. Et le changement au niveau des vinifications, c'est fait quand un peu? C'est toi dès que t'es arrivé? Ouais, j'avais déjà essayé de faire des vins nature 2011-2012 quand je travaillais encore avec mon oncle. Et pour moi, en fait, j'étais très très vite démoralisé parce que ça marchait pas, quoi. Il y avait rien à faire, ça fonctionnait pas. Et en fait, j'ai compris qu'avec le temps il fallait que je travaille ma vigne autrement. Petit à petit, j'ai commencé à rentrer une qualité très différente. Et là, avec des potentiels différents pour pouvoir faire des vins nature corrects, qui se gardent dans le temps et qui soient bons à la consommation. Parce que c'est vrai que quelque part, je fais pas grand chose en cave, quoi. Le vin se fait, on va dire, tout seul en cave, hein, par rapport à avant, quoi, comment c'était fait. Là, le vin, je le fais dans les vignes, quoi. C'est ça un peu l'idée, quoi. On travaille énormément la vigne, et en cave, moi je suis seul et je fais pas grand chose, je suis rarement cave, quoi. Et t'as passé tout d'un coup ou t'as fait petit? Tout d'un coup, ouais. Tout d'un coup, ouais. En fait, non, enfin, c'est pas vraiment tout d'un coup. Comme dit, j'ai fait mes petits tests, mes petits essais. À partir de 2018 que j'ai tout vinifié nature. Okay. À partir de 2018, j'ai dit maintenant, cette année, c'est bon, je me lance, je maîtrise le truc, j'y vais, quoi. Hop là. Comme dit, depuis 2018, on n'a plus de sulfite, on levure plus, on fait tout nature, quoi. Sur aucune de tes cuvées? Aucune. Après, seulement s'il y a une demande, ce que j'ai eu de demandes de certains clients, voilà, de filtrer, de sulfiter un petit peu, quoi. Ça, je le fais, mais là aujourd'hui, maintenant, je le fais plus. Je leur dis, c'est fini, quoi. Parce que maintenant, moi, j'ai plus envie de faire une moitié que j'ai pas envie de faire, en fait, que j'ai pas un joli ressenti sur ces vins-là, quoi. En fait, j'ai envie que tous mes vins, ce soit mon ressenti. J'ai pas envie de commencer à bricoler pour faire plaisir à un client, machin, quoi. C'est comme ça chez moi, et puis voilà, quoi. C'est impressionnant parce que tu as énormément de cuvées, tu as quand même une grande surface. Ouais. Et tu as des vins qui, de ce que j'ai goûté en tout cas, se tiennent très bien. Oui. Et tu ne sulfites jamais? Jamais. Ouais. 0. Ouais. Qu'est-ce qui fait du coup? C'est la qualité des raisins, comme tu disais? C'est la qualité des raisins. Ouais. Vraiment, parce que, mais comme dit, j'ai l'expérience d'avant, quand on avait des rendements un peu plus élevés, des raisins qui avaient des matières beaucoup plus diluées. Qui se travaillait pas très bien, naturellement ça fermentait pas, parce que déjà on allait traiter avec des phytos, quoi. Aujourd'hui on évite tout ce qui est phytosanitaire, quoi. Donc déjà on a une flore qui est beaucoup plus intéressante sur le raisin, donc tout de suite ça fermente comme il faut, derrière il y a de la matière, on finit les sucres correctement, avant les sucres ils se finissaient jamais. Enfin voilà, ça n'a rien à voir en fait par rapport à avant, c'est assez incroyable, quoi. Et en fait naturellement on arrive à faire des choses bien, mais si on fait tout nature, quoi. On ne peut pas dire je fais pas mes vignes nature, mais je fais les vins nature. Là, ça marche pas, quoi. Enfin, moi, j'y crois pas. Donc, faut tout faire avec une philosophie et pas scinder de choses. Ça marche pas, quoi. La macération, c'était aussi pour aider les sucres à se terminer, justement? En fait, de base, ouais, je me suis dit, bon, les puits noirs, ça devient toujours sec, donc je vais tout macérer, quoi. Et les premières macérations que j'avais fait, en 18, j'ai eu quelques loupés qui sont partis en vinaigre. Je voulais faire un grand cru. Le premier grand cru nature, c'était 18, mais qui, du coup, on dégustera jamais parce qu'il est parti en vol. C'est pour ça que j'ai commencé avec le 19, du coup. Il y a quand même un savoir-faire dans la macération. C'est soit il y a des années où on égrappe, ou il y a des années où on ne peut pas égrapper. Ou alors après, il y a des années où on peut laisser macérer longtemps et des années beaucoup moins longtemps. Enfin, voilà, il faut juste avoir cette jugeote-là, selon les millésimes. Après, c'est pas parce qu'on fait une macération que les vins vont forcément avoir une dureté.
Je trouve ça beaucoup plus intéressant parce qu'on va apporter au vin en fait tout le terroir, l'authenticité, tout le travail en fait qu'on a fait dans les vignes et qu'on a finalement finalisé en cave, tout va être dans le vin quoi. Qu'est-ce qui fait que tu avais la confiance tout de suite, sachant que vous aviez des clients un peu plus conventionnels, que tu t'es dit bon maintenant je passe tout en nature, Alors j'avais quand même une certaine facilité à dire que demain je mets tout en nature. Quand j'ai récupéré le domaine en 2014, au caveau on vendait plus que 14 000 bouteilles. On était en fait devenu avec le temps vraqueur. Okay. Donc autant de mon oncle. Donc on vendait énormément de vrac, on travaillait avec, du négoce ou de la coop quoi. Et en fait moi j'avais plus du tout envie de faire ça, moi je voulais vraiment que tout mon travail soit mis en bouteille et que voilà, je sois fier de tout mettre en bouteille et pas que ce soit vendu je sais pas où et que quelqu'un d'autre profite en gros sur ma qualité quoi. J'avais pas vraiment de souci de tout passer en nature, tout changer parce que j'avais très peu de clientèle en bouteille et puis quelque part ne plus vendre en vrac, c'était mon objectif donc très facile en fait de tout changer pour moi quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Tu as goûté chez d'autres personnes? Alors non, depuis que je suis gamin en fait, je suis bien dans la nature. J'aime beaucoup voir les animaux pas par exemple aller au zoo et voir dans une cage 3 ours quoi. J'aime bien voir la diversité, tout le monde ensemble et que tout arrive bien à fonctionner ensemble, que naturellement ça marche quoi. Et donc c'est vrai que la vigne c'est un peu pareil, avant nos vignes c'était désert, il y avait de la vigne, c'était chiant en fait. Et je pense que tout le vivant trouve ça chiant, si nous on le trouve chiant. Quelque part on a commencé à changer les choses pour voir comment ça pouvait marcher et petit à petit maintenant on arrive à faire tourner une machine qui est intéressante. Et bon on n'est qu'au début des choses parce que maintenant on commence à planter des arbres, à planter diverses choses, changer un peu les cépages, pas toujours parler du même cépage parce qu'on parle plutôt du lieu, du terroir et de comment ça fonctionne. On n'est que dans le début de la nouvelle agriculture quoi. Et donc c'est ça qui est cool quoi. En fait tous les ans ça change, c'est beaucoup plus intéressant. On n'a pas une recette où on va se dire tiens cette année je fais comme ça parce que je l'ai fait depuis 50 ans quoi. Non là on s'amuse en fait. Et une année voilà je vais semer une parcelle, une année je vais planter des arbres là-bas. Et selon l'équilibre dans la parcelle, comment ça se passe, je vais penser différemment, je vais peut-être avoir une idée une année, l'année suivante ça va être différent. Enfin, c'est ça qui est cool en fait. C'est que tout le temps on recherche, on cherche des nouveaux goûts dans les vins, faut que ce soit bon tout simplement quoi, naturellement quoi. Et c'est ça qui est cool en fait. Vous aimez bien ça ici? Ouais, mais alors les barriques qui sont neuves, je mets jamais le vin en bouteille quoi. J'aime bien en fait que les barriques elles se lessivent, que ça marque pas trop le vin quoi. Le foudre je préfère, mais avant en fait on avait plein de foudres et mon oncle en fait il les avait plus remplis pendant une quinzaine d'années et du coup j'ai dû tous les démonter et les jeter. Et donc petit à petit, je rachète des tonneaux, ça j'ai récupéré à Rivière. Là. Et puis voilà. Donc ça c'est 2020. Donc là c'est de l'assemblage 4 cépages, donc du Lagenberg. Donc la parcelle de 10 hectares où on n'a rien produit cette année. Mais par contre 2020 c'était très joli quoi. Et donc là c'est macéré 4-5 jours, tout ensemble dans un pressoir quoi. Donc c'est top quoi. Je trouve que les plus belles macérations que je fais c'est dans le pressoir. Je mets les raisins dedans et du coup je fais pas tourner, je fais rien quoi. Je laisse juste le fond qui fermente et après au bout de 4-5 jours je presse. Ça ne s'oxyde pas dans le pressoir? Pas du tout. Du coup, vu que c'est fermé, il n'y a pas de souci quoi. Le gaz en fait remplit bien la cuve. J'ai juste une petite vanne de sortie quoi. Mais du coup, il n'y a pas de trituration, il n'y a pas de décuvage qui se fait. Ça, c'est intéressant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de finesse en fait dans ces macérations là quoi. Moi aussi, ça c'est un rêve. C'est votre grande parcelle du coup? Ouais. C'est ça. Où cette année on n'a rien produit. Non, vraiment. Parce que on est passé avec des seaux, on était une équipe de 15, on est passé, on remplissait même ça, un seau dans une... Là les 3 tonneaux que tu vois, c'est 10 hectares de vignes. De cette année. Ah non, c'était ridicule. Ouais. On avait des grappes, il n'y avait qu'une seule baie à peu près juteuse. On la prenait. C'était vraiment un travail d'orfèvre. Ah ouais, c'était... Le peu que vous avez qualitativement, ça va être
Bon, ça va être très bon. Très bon. Mais là, c'était complètement... Déshydraté, c'était sec. On a eu en fait un gros pic d'oïdium, mais sur toutes les vignes, sur les 10 hectares, tous cépages confondus, et tous les raisins ont éclaté. Ça va être riche, quoi. Les jus qui sont rentrés, ils sont gras, ils sont déjà larges. Ça n'a rien à voir avec la qualité qu'on fait d'habitude, mais au moins ça représentera bien l'année, quoi. On fera pas beaucoup, hein, ça va être des... Parce que tu as pris le risque de faire 0 traitement au Langenberg cette année. Oui. Peut-être pas l'année. C'était pas l'année. Toute l'année, je me suis dit, et à un moment donné, la pluie elle va s'arrêter. Et en fait, ça tenait, les vignes elles tenaient jusqu'au 20 juillet. Quoi. Eh ben, le lendemain du Sommerfest, on est rentré chez nous, on a regardé le Langenberg, chez nous on le voit, tout était jaune, on s'est dit, on monte, il y a un problème. Et là, en 2 jours de soleil du Sommerfest, il y a rien. Une volonté que vous avez de ne pas du tout traiter sur cette parcelle-là? Ben, sur l'ensemble, j'aimerais ne plus traiter. Jusqu'au 20 juin, j'avais pas mis de traitement du tout. Et en fait, vu la pression qu'il y avait en plaine chez tous les viticulteurs, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même aller mettre un petit phyto. J'ai mis mon premier phyto, ça a duré 7 jours. Explosion de mildiou, un bordel. Je me suis dit, j'aurais même pas dû traiter. Parce qu'ailleurs, ils avaient des soucis bien avant moi et les premiers traitements que j'ai posés. Nous, on s'est dit, ça marche. Explosion. En fait, ça marche parce que c'était trop beau. En fait, la vigne a une certaine résistance et il y a un moment donné où elle lâche. Et là, on s'en est bien rendu compte cette année. Ça a tenu jusqu'au 20 juillet, alors qu'ailleurs, ils avaient déjà du mildiou à donf, alors que nous, on n'avait rien. Oui, rien. Les vignes étaient sublimes. Ah ouais. Et d'un coup, explosion. Du coup, est-ce que l'année prochaine, elle va au contraire se ranger un petit peu? C'est ce qu'on dit, en fait, on crée une résistance. On a préservé la certaine force qu'elle n'a pas eu cette année pour l'année prochaine, je pense. Ouais. Et surtout, on crée une résistance. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Parce que la résistance se fait dans les deux sens. C'est soit on met des traitements et le mildiou et l'oïdium résistent au traitement, ou alors on fait la résistance, on mise sur la résistance naturelle. Ouais. Bah oui, c'est risqué. Bah, cette année, on l'a vu. Bah, faudrait pas qu'on fasse ça 3 ans. Bon, je cherche un peu d'oxydation aussi dessus. Là, ça commence à se marquer un peu. Parce que les barriques, on les houille pas. Mon grand-père a toujours houillé les tonneaux. Et en fait, si tu venais oublier à un moment donné dans l'année d'houiller le tonneau, tu as toute la barrique qui est oxydée. Alors que si tu touches pas, ça s'équilibre super bien. C'est discret, c'est clair. Et le petit amphore derrière, du coup, c'est quoi? Ça, c'est la Juliette. Ah, on peut goûter. Il y a un peu de fleurs, certainement. Ouais, là, ça sent le vin jaune. C'est ça. Là, tu vois celle dessus. Il y a plein de blancs dessus. Ah, c'est bien. C'est bien? Bah, il y a de la vie, là. Ah. Ouais, c'est bon, là. S'il y a de la vie, tout va bien. Ça, c'est précieux. Ça, tu le laisses combien de temps? Bah là, je vais le mettre en bouteille prochainement. C'est long. Tu le laisses longtemps. En fait, on fait 6 mois de macération, grappe entière. On le presse et après, on remet les jus dedans. Tu voulais goûter le grand cru aussi, Elsa, t'as dit? C'est quoi ça? Le grand cru. Je vais garder. Oh, l'odeur! Ah non, mais c'est impressionnant ça. Ouais. J'aime beaucoup. Grand cru, quoi. Wow. Il y a un peu plus quand même de dureté que dans le 2019. Parce que 2020, tu sens le chaud. Tu sens millésime sec et chaud. Et je trouve que les Gewürz, il y a quand même un sacré potentiel sur les macérations. On peut faire de tout en fait en macération sur les Gewürz. C'est toujours bon. 2021. Donc on est en train de voir le % de la récolte. Exactement. Le peu de saut qu'on avait, le bruit, on aurait dit qu'on vidait des pistaches dans la cuve. Et quand ils ont eu le raisin, ils ont fait ah, ça va pas être bon, ça va pas être bon. Ah si. Et je disais à tous les vendangeurs, parce qu'ils disaient mais pourquoi on va vendanger là-dedans, c'est pas possible. Je disais si on y va, c'est que Dave a une idée, c'est que c'est qualitatif, on n'y va pas pour rien. En plus, le millésime, tu le sens, il y a quand même la fraîcheur. T'as une belle acidité. Ouais. Bon, on mettra qu'un tonneau dans la Solera. Vous pensez faire des cuvées spéciales pour ce millésime-là? Vous allez quand même Bah, je pense que ça va être, là, vu qu'il y aura du coup que 2 tonneaux disponibles, ça va peut-être être une cuvée spéciale. Parce qu'on part un peu dans tous les sens avec le Langenberg en ce moment. On a une Solera, on a un presse direct, on a macération, on a un peu de tout. Facile, je pense aussi. Ça sent le mélange, le raisin chaud, du pressoir, ça sent le... Ouais. Les petits côtés oxydatifs commencent à venir, ça commence à être bien là. Ça a mis du temps à venir sur
sur cette cuvée. Bah, y a de l'amertume, de l'acidité, c'est très complexe. Hein. Mais c'est déjà arrivé, justement quand j'ai repris le domaine, on a débouché 300 palettes. Parce que moi j'ai vidé la cave. Je voulais pas garder les vins d'avant, quoi. Donc on a tout débouché. Quoi. Moi acheté ça, que dalle, 1,50€ le litre. Mais bon, j'étais content, c'est sorti, quoi. À l'époque ça se vendait encore bien le vrac, donc aujourd'hui on le vendrait plus. Hein. En fait cette cave c'est mon grand-père qui l'a construit. Dans 90, il a investi en fait dans ce bâtiment juste pour les créments parce qu'il a mis un système de clim pour toujours réguler la cave à une certaine température pour pas que ce soit trop chaud et que justement ça fermente doucement et pas trop vite quoi. Dans les années 90, mon grand-père en fait il vinifiait encore quoi. Mon oncle a vinifié très tard quoi. Tous les ans, on faisait 200 hectolitres de créments, c'était pas mal à l'époque. C'était un projet pour lui, il voyait l'évolution du crément et il a investi dans cette cave. Du coup là il y a que cette partie là en crément et toute cette partie-là, c'est des vins tranquilles. C'est plus comme avant, tout est plein, quoi. Et tu veux essayer de garder quelques millésimes ou... Ah oui, oui. Ouais. Bah là, nous, les créments qu'on vend, c'est du 2016. Après, je le dis pas, quoi, parce que je trouve pas trop l'intérêt de forcément de mettre le millésime, mais ça se sent, quoi. Ça se sent tout de suite dans les créments qu'il y a un peu d'élevage sur latte, quoi. C'est plus intéressant, je trouve. Que vendre du très jeune. Ouais. Beaucoup plus vineux. Déjà que nous, les créments, on les fait pas traditionnellement. On les cherche quand les raisins sont bien mûrs. Donc, un potentiel de 12 ou 13 d'alcool. Et l'année suivante, on ensemence avec un jus de raisin, quoi. Et puis c'est nature, hein. Sulfite, il n'y a rien. Ouais, et en plus, ils sont faits nature. Ouais. Non, mais en fait, la charte vin méthode nature ne nous permet pas de dire que nos créments sont nature, parce que dans la charte des créments ou des champagnes, on est censé rajouter du sucre et des levures quand on fait la bulle en bouteille. Mais du coup, ça nous permet pas de dire que c'est nature, quoi. Combien de temps sur latte, du coup, garder En fait, on les dégorge toujours, tous les mois, on dégorge environ 2 palettes. Comme ça, c'est fraîchement dégorgé, on perd pas de bulles. On dégorge. Dès qu'il nous reste 3 cartons, allez hop, on dégorge, on remet en vente, et puis comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Hein. On va vite maintenant pour le dégorgement parce qu'on le met sur des petites plaques comme ça. Et en fait, on met juste les têtes en bas. Okay. Et t'as tout en fait le dépôt qui vient se descendre rapidement. Je sais pas, au bout de 3-4 jours, tu peux les dégorger les bouteilles. Okay. Alors j'ai un petit dépôt moi dans mes bouteilles, mais ça les fait pas gerber. Et puis moi je m'en fous d'avoir un petit dépôt, quoi. Oui. Parce qu'avant on avait un gyropalette, ça mettait 10 jours à être remué. Et t'avais qu'une palette, là je peux en faire 5 si je veux d'un coup. Et donc on a fait des palettes maison justement pour avoir le fond qu'il faut pour bien les palettiser, quoi. Ça prend pas de place en plus, c'est cool. Du coup là vous faites autant de pet nuts que de créments Plus de pet nuts. Cette année on a 280 hectos. Ouais. Les 4 étoiles c'est les 4 générations. Les 2 béliers parce que les grands-parents étaient de signe astrologique bélier. Muller c'est le nom côté maternel et Queberlé côté paternel. On a toujours gardé ce logo. On change les étiquettes, on fait des trucs foufou, mais alors le logo, je ne veux pas y toucher. Il reste toujours sur les étiquettes. Il reste et il restera. Mais tu vois, on peut parler rapidement des étiquettes d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ces étiquettes un peu folles Alors, lève ta manche, hein. Va falloir y passer. Ouais. Les étiquettes en fait c'est un pote à nous qui est tatoueur, en fait, qui a commencé à nous tatouer. Pendant que je me fais tatouer, je lui dis tu serais chaud et tout à me faire une étiquette, quoi. Et il fait carrément mec, un super projet. Et puis avec le temps, voilà, on a fait une collab ensemble. Et puis moi l'idée c'est, je lui explique un peu le vin, comment je vois les choses dans la parcelle, mon ressenti du vin, etc. Et lui il dessine l'étiquette. Et les explications sont très importantes parce que Jobs ne boit pas de vin. Ouais. Il supporte. C'est vraiment un feeling entre nous de communication, de délire et ça marche. Moi ce que je trouve cool c'est que il y a mon ressenti dans l'histoire, enfin ce que je lui raconte, et lui il a le ressenti, enfin ce qu'il entend de ce que je raconte, il le fait en dessin, quoi. C'est ça qui est génial, quoi. Ouais. Il arrive en fait à mettre en image ce que je pense. Parce qu'en fait là la rainette on l'a fait macérer sur marc juste pour qu'il fermente bien, quoi. Parce qu'en fait c'est du Riesling 2020. Tu vois qu'on laisse sur lit en fait pendant 1 an. Et en fait on réensemence en fait tout ce jus là sur des mares de muscat. Donc pendant 2 jours environ, 2-3 jours, quoi. Et après on ressoutir et du coup le muscat sucre un peu ce Riesling de base, quoi. Et on le met en bouteille dans la semaine, quoi. Okay. Une fois que ça fermente, quoi. Je trouve ça cool parce que ça aromatise et ça refait fermenter un vin qui était 1 an sur lit fine. Ça donne un côté beaucoup plus vineux, quoi, que des pet nuts qui sont directement mis en bouteille dans l'année, quoi.
Et donc le Lagenberg, c'est les coteaux que tu vois en haut là, là où il n'y a plus de feuilles quoi. C'est ça les 10 hectares qu'on a. Moi mon grand-père n'a jamais eu de soucis sur le Lagenberg de toute sa vie. C'était vraiment une année un peu exceptionnelle quoi. Ils le disent tous, hein, comme quoi ça ils n'ont jamais vu, que le climat change. Comme dit l'équipe c'est ça, hein. On est nous quoi. Et on a vu qu'on a des gros îlots quand on est sur une parcelle. Ça. Tout faire avec. Ouais. Au final on fait plus grand chose quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas de labour, mais bon, non. Le palissage ça doit quand même être... le palissage franchement on n'est plus trop embêté, on a bougé tous nos systèmes de fils en fait. Okay. On passe à la main à fermer les premiers fils, après ça pousse droit. Hein. Et on ne fait plus d'arcure, tout est fait à plat. En fait on a un gros travail des bourgeonnages, donc on passe pour enlever les doublons, les choses comme ça. Alors là c'est cramé par le mildiou, hein. On n'a pas fait de rognage. Hein. Les parcelles qui ont poussé fort, on les tresse quoi. Mais même avec le mildiou on les a tressés, on n'a pas eu de problème. Tout le monde nous a dit il faut pas faire ça, il faut mettre le mildiou dedans. Pas de soucis. Limite, c'est les vignes qui sont le mieux portées quoi. Mais en fait, quand on passe avec les gens dans les vignes, si on tresse tout de suite les branches, on prend pas vraiment plus de temps quoi. De devoir passer après pour rogner, c'est pire quoi. Et comme dit, vu qu'on fertilise pas, les vignes, elles poussent, elles donnent ça, mais elles donnent pas plus quoi. Alors qu'une vigne qui est tout le temps boostée, elle pousse sans arrêt quoi.